nous rencontrer sur ces journées. Jos Spieghel est un élu, et on va reparler un petit peu de toi un peu plus après, qui a été conseiller général, conseiller régional, qui a été également aussi président de communauté, et puis surtout maire d'une commune alsacienne, Kingersheim, durant un très long moment, durant 30 ans, je crois, c'est ça, voilà. Et c'est donc un très long mandat, mais on va en parler un peu plus, qui a été parsemé d'initiatives, notamment concernant la démocratie constructive, dont il va maintenant nous parler. Alors, ça sera donc une première heure avec lui sur cette question de démocratie, sur sa question de citoyenneté. C'est évidemment très important, notamment vis-à-vis des municipales prochaines et de la façon dont on peut gérer des communes, dont un élu, et puis aussi bien entendu les autres élus, ses adjoints et les citoyens peuvent participer à la vie de la commune de façon tout à fait innovante et forte. Voilà, Jo, peut-être un petit mot maintenant quand même pour démarrer sur ton parcours. Tu rappelles dans un petit livre que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux ?» mais qui est un livre très, très intéressant sur à la fois ton parcours et ce que tu penses sur la partie démocratique. Tu rappelles avec un petit peu de fierté, quand même, quelque part, que tu as été champion d'Alsace du 800 mètres et que ton record a duré 16 ans, quand même. Donc ça, c'est pas mal. C'est très... Et puis, tu as, je crois, travaillé sur l'éducation sportive, en tant que professeur d'éducation physique, en tant qu'éducateur sportif, et à un moment donné, le virus de la politique t'a pris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce début, en tout cas, de l'aventure, et puis après, derrière, comment, finalement, ce virus ne t'a pas mortellement atteint? Merci beaucoup, merci Thierry de m'avoir invité à ces éco-dialogues du Festival de Thau. Merci pour votre présence, chacun d'entre vous, de consacrer un temps ce samedi soir au débat public. Nous en avons tellement besoin. Peut-être pour arriver à la fin et le sens de mon engagement aujourd'hui, parce qu'il y a dans cette salle beaucoup de gens que je ne connais pas et aussi des gens que je connais et qui sont issus du pacte civique que nous avons cofondé en 2011 et d'autres qui militent au sein de Place Publique. En gros, ça résume aujourd'hui le sens de mon engagement, non pas dans une dimension partisane, guerrière, mais comment on peut approvisionner la vie démocratique avec des idées neuves et des idées fortes et des ambitions fortes pour la transformation de ce monde ici et maintenant. Place Publique, c'est les 3 urgences, démocratique, écologique, sociale. Comment construire des logiciels complètement différents où l'écologie ne nuit plus au social et vice-versa, et où la démocratie est à la base même de la coproduction des décisions publiques. Et puis Place Publique a accompagné mon cheminement. Sois ce que tu deviens. Et je crois qu'au cheminement personnel, et l'explication que je voudrais, le témoignage que je voudrais vous faire passer, c'est comment je suis passé d'un stade de conquête du pouvoir à la volonté de partager le pouvoir. Mais le pacte civique, c'est en gros ça. C'est de dire qu'il n'y a pas de transformation durable dans notre société s'il n'y a pas de transformation collective et des transformations personnelles. On entend très peu ce discours dans l'espace public. Mais je crois à ça. Je crois au grandissement personnel. Je crois à la question du sens. Je crois à la question de l'humain au cœur du projet. Et puis, le pacte civique, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de transformation durable sans l'engagement de tous. J'en ai marre de ces approches par silos, les citoyens d'un côté, les techniciens de l'autre, puis les politiques. Et moi, je pense que les transformations durables, notamment dans des territoires vécus, c'est à la fois l'engagement des politiques qui ne sont jamais que des citoyens engagés, c'est ainsi que je le conçois, à un moment donné dans notre vie, et je reconnais que j'ai une contradiction de mon engagement, puisque je suis un cumulard dans le temps, alors que dans le premier bouquin, Faire renaître la démocratie, un des vecteurs forts de l'oxydation de la démocratie, c'est la limitation du mandat dans la durée. Mais peut-être, à ma décharge, de les comprendre que ce cheminement m'a aussi permis de changer en profondeur le regard sur la politique. Et donc, citoyens engagés, les politiques, les citoyens,
parties prenantes du bien commun, c'est-à-dire les individus qui passent du jeu au nous, et les organisations, qu'elles soient associatives, entrepreneuriales, institutionnelles, tout cela, l'hybridation de ces ressources, de sens, d'intelligence, font avancer les choses. Et donc, pour moi, c'est important de dire que c'est tout cela, la transformation. Puis, comment construire une société créatrice de sens ? Nous manquons de sens dans notre monde aujourd'hui. Et je dis souvent à mes adjoints et mes collaborateurs, commencez pas par le budget, par le programme, par ce qui est visible, commencez par ce qui est invisible, c'est-à-dire le sens. Quel sens ? Le pour qui, le pourquoi en 2 mots. Et puis, créatrice de sobriété. Pas seulement la sobriété énergétique dont on a parlé depuis 2 jours, mais la sobriété par rapport au pouvoir. Et c'est une question fondamentale, fondamentale. Et puis la question de justice, qui est tellement revendiquée par ces invisibles qui se sont rendus visibles dans les ronds-points de France. Et puis, une valeur qui transcende toutes les autres, dont nous parlons que le 18 novembre et le 8 mai, c'est la fraternité. C'est une valeur qui ne se délègue pas, qui ne se décrète pas, mais qui se co-construit dans le quotidien de la vie. Et je veux le dire ici d'entrée de jeu, je n'ai pas d'autre utopie, et j'arrêterai la politique au mois de mars prochain. J'espère que j'aurai progressé avec mes collègues, mes collaborateurs, vers une ville de fraternité. Fraternité, pas au sens du bisounours, au sens d'une valeur forte, d'être capable de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. Quel cheminement dans cette démarche-là. Et donc, c'est un peu tout cela qui fait que je viens devant vous, à la fois un homme libre, et en même temps habité par des convictions. À la fois l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Et Thierry a commencé par un moment qui était pour moi très important, qui est la pratique du 800 mètres. Je pense que les jeunes ont tous besoin d'un défi pour exister dans la vie. Et mon défi, c'était le 800 mètres. C'est-à-dire la capacité de résister à la perte de vitesse. Tous ceux qui ont fait du 800 mètres savent qu'à partir de la cloche, au 400 mètres, vous êtes déjà en anaérobie. Il faut tenir un 400 mètres encore. Ce défi de l'entraînement, compétition, était pour moi important. Ça m'a donné confiance en moi-même dans mes études de prof d'éducation physique. Ça m'a porté. Moi qui n'y croyais pas trop en moi, ça m'a porté. Et puis, il ne le dit pas, mais quelques années après, il y a 3-4 ans, et c'est la boucle qui est bouclée, je pars en vélo avec mon fils Mathieu, 43 ans. Et là, dans la côte, il me dépasse. Magnifique, du bonheur, l'amour pur. C'est ce lâcher-prise, cette distanciation de ce qui fait l'amour, en fait. Mon fils me dépasse. Et reprenant cette boucle qui est bouclée, c'est un peu le sens de mon engagement en 2 étapes. Une première étape, 83, 95, un mandat dans l'opposition de mairie, puis ensuite l'enchaînement, conseil régional, sur une liste socialiste, 6e position, personne ne voulait, j'étais sûr que j'allais être élu en 6e position, j'ai été élu. J'ai capitalisé tout ça, conseil général, puis maire, puis président de l'Aglo, président du CIVOM, communauté de communes, etc. Et puis l'enchaînement, la conquête du pouvoir, les dents qui raclaient le plancher. Et à partir de 95, un retournement complet. Comment passer de l'égo-compétition du coureur de 800 mètres et du mec qui cherche la conquête du pouvoir vers l'alter-coopération dont Patrick vivrait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Et avec le recul, puisqu'on me demande souvent d'intervenir, et c'est en forme de témoignage, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où je voulais conquérir le pouvoir et ce moment où je suis capable de partager et de trouver du bonheur ? Il y a d'abord les prérequis. Vous savez qu'il y a des études, les profs d'éducation physique, j'ai bien d'éducation physique et sportive, c'est pas prof de sport. J'ai toujours considéré que le traitement pédagogique des activités sportives pouvait faire émanciper l'intelligence des situations, l'intelligence des relations entre les gamins. Par exemple, le ballon de foot, pour moi, c'est l'évaluation, c'est pas le nombre de buts, c'est le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de relations positives entre les gamins. Comment développer les habiletés sociales à l'école. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, intellectuellement, et après coup, j'ai pris conscience de ça, c'est un psychopédagogue qui s'appelle Jean Piaget, je ne sais pas si vous connaissez, psychogénéticien suisse, et qui a défini l'adaptation comme 2 moments. À la fois l'accommodation, c'est là où on passe le cap au-dessus, mais qui fait rupture par rapport à l'étape précédente. Et puis quand on a passé ce cap, il y a le cap de l'assimilation. Et c'est de là qu'est m'est venu progressivement, je pense, le concept de démocratie lente. Il y en a marre de la culture de l'immédiat. Et la décision mûrie, c'est une décision qui fait participer les gens qui vont au cœur du sujet, de la complexité dont parlait Edgar Morin, de la question de l'altérité, c'est pas pour ma pomme que je m'engage, c'est avec les autres et pour les autres. Et la question de la durée. Et j'ai toujours vu que les conseils participatifs ont besoin de durée. J'en parlerai tout à l'heure, c'est un outil majeur que nous avons créé à Kingersheim.
Eh bien, un conseil participatif est à la phase décisive, ce que le conseil municipal, in fine, est à la phase décisionnelle. Et il a besoin de temps. La durée moyenne d'un conseil participatif, c'est 18 mois. Et donc, la première chose, c'est la question de la maturation de la décision. Et ça ne va pas dans la tête des gens, c'est tout de suite une décision, c'est un truc qui arrive, vous avez le ministre qui se déplace comme mon verre, et vous avez le cabinet, et ça coûte beaucoup d'argent, et puis on passe dans les décrets qui ne sont jamais appliqués. La culture de l'immédiat, la dictature de l'immédiat. Et puis, il y a des psychologues, des pédagogues qui m'ont profondément marqué, mais vraiment marqué, c'est Maria Montessori et Célestin Freinet. Ils ont considéré les enfants non pas comme des oies à gaver. Le modèle opératoire, ce n'est pas la transmission, c'est d'être capable de confiance à l'enfant, d'être capable d'activer son potentiel d'intelligence, ses potentiels d'intelligence. Eh bien, de là est venue l'idée que jamais je ne veux considérer, en tout cas depuis 1995, les gens simplement comme des électeurs passifs, mais des gens en capacité de citoyenneté active, en capacité de porter du bien commun et de le partager. Ça, c'est les prérequis, et je pense que ça m'a profondément marqué. Deviens ce que tu es, mais sois ce que tu deviens. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le discernement. Le discernement dans... Je vais prendre un peu d'eau, là. Le discernement dans nos pratiques. Le premier mandat, on a eu chance de succéder à une équipe qui n'a rien fait. Mais ce n'est pas une critique, il s'agit de rien foutre. Pas d'impôts, tranquille, une salle polyvalente, des écoles qu'il fallait refaire, pas de centre culturel, pas de médiathèque, pas de maison de la citoyenneté, enfin, pas de parc de gravières, tout ça. Et le premier mandat, on s'est mis à la tâche, ensemble bougeons notre ville, et on l'a vraiment bougé, en un mandat. On a fait de la fiscalité, parce qu'il faut parler vrai, la fiscalité c'est un taux d'habitation, taxe d'habitation de 4%, comme la ville de Sarkozy, mais nous on n'a pas les moyens de Sarkozy. Et donc on a beaucoup travaillé sur la création du centre régional de rencontres, d'échanges et d'animation, le village des enfants, la nouvelle école, pour le temps scolaire, pour l'extrascolaire, donc on a fait pour les gens. Et puis on a fait des réunions classiques, des réunions de quartier classiques. Je dis aujourd'hui que ces réunions dont certains se gargarisent d'être dans la démocratie participative, je n'utilise plus ce mot-là, je vais vous dire pourquoi, c'est juste le déni de la démocratie. La réunion de quartier classique, c'est le politburo face aux habitants, c'est la relation magicien-consommateur, fournisseur-client. Et on rentre dans le système où la mairie est une assistance publique aux intérêts particuliers, et les habitants sont tellement biberonnés à l'idée que la démocratie se réduit à un bulletin de vote, et que l'alpha et l'oméga de la démocratie, c'est un bulletin de vote, qu'au fond, ils sont dans l'autocensure. Qu'est-ce qu'ils disent? Les gendarmes couchés, les crottes de chiens, et laissant inconsciemment aux élus de décider sur les projets structurants. Et donc, ces réunions de quartier classiques, out, terminé. Et on l'a remplacé par d'autres éléments sur lesquels je reviendrai. Ça, c'est le deuxième élément, le discernement. Puis ensuite, le constat de la crise démocratique. Moi, je suis plutôt un laborieux et plutôt un intuitif, pas très intelligent, mais plutôt un laborieux et intuitif. Et depuis 25 ans, j'ai vu le fossé se creuser entre les représentants et les représentants. La crise démocratique est une crise de la représentation. J'ai vu la limite de la démocratie électorale, où on utilise les mêmes ingrédients que le commerce, en fait. La séduction et des promesses non tenues, la caricature, regardez l'extrême droite, et puis la posture politicienne. Je l'ai connu, moi, en tant qu'élu jouissant de l'opposition au Conseil général. J'ai vraiment eu des moments de jouissance en m'opposant tout le temps au président du Conseil général à l'époque. C'était la posture politicienne. Et donc, ce constat de limite de la démocratie électorale, l'entre-soi des politiques, l'impuissance politique, et en même temps, je le dis, excusez-moi, et dans le même temps, la montée en puissance d'un système dont Emmanuel Mounier, dont je m'inspire beaucoup, disait qu'il nous rendait étrangers à nous-mêmes, étrangers aux autres. Ce système s'appelle l'individualisme. À ne pas confondre avec l'individualité qui est la conquête de la liberté. Et c'est important. Mais c'est un système fort qui est alimenté à la fois par la peur, par la violence, par le repli. Et donc il ne faut pas s'étonner que les populistes, Salvini, Trump, Orban, réussissent le coup. Parce que c'est l'instrumentalisation de la peur, s'appuyant sur le néolibéralisme versus individualisme, marchandisation des consciences, matérialisme dominant, consumérisme absolu. On est dans une société qui marche sur la tête. Et donc de ce constat-là, j'ai tenu l'idée que finalement il faut faire un vrai retournement. Et en réalité, le choc, parce qu'il faut un choc,
Je pense que chacun dans cette salle et chacune dans cette salle, vous avez eu des rendez-vous importants avec vous-même dans votre vie. Moi, ce rendez-vous important, je l'ai eu des années 95. Ça a été un bouleversement assez terrible et ça a été une chance, puisque j'ai découvert en moi quelque chose que je n'imaginais pas, moi le conquérant, que j'étais fragile. Et que la fragilité est une force en réalité. Et que je me rendais compte qu'on est faible quand on cherche la conquête du pouvoir, puisqu'on a besoin de conquête du pouvoir pour être fort, et qu'en réalité on est soi-même, on est dans le courage d'être quand on est en capacité de le partager. Et c'est ce cheminement qui nous a amené d'une démocratie dont Dominique Schnapper dit qu'elle est providentielle, vers ce que j'appelle une démocratie construction, exigeante, et je répondrai aux questions de Thierry. Alors, tu arrives en 95 avec, je dirais, cette blessure, cette fracture, et puis la volonté de changer, comme tu viens de le dire, de façon très forte. Comment tu l'as géré sur le TD déjà maire, donc comment tu l'as géré sur ce plan-là, avec les autres administrés, avec le conseiller municipal? Qu'est-ce que tu t'es dit qu'il fallait qu'on fasse? Un petit peu d'histoire de Kerensheim pendant ton mandat. C'était d'abord une prise de conscience partagée, l'organisation de séminaires, élus, collaborateurs. C'est très important parce qu'on ne fera pas la transition démocratique sans les collaborateurs, sans les élus et sans les citoyens. Et c'est dans la pratique et dans les pratiques, dans le changement de pratique, qu'on a beaucoup évolué. Et c'est là qu'on a posé les bases de ce que j'appelle un écosystème démocratique dans notre ville, qui n'est loin d'être parfait, mais qui s'appuie sur 3 balises en permanence. Un lieu dédié aux pratiques démocratiques, un principe, il n'y a pas de projet sans séquence démocratique, des outils au service de l'ingénierie démocratique. Je reviens sur les 3 points. Le lieu dédié, c'était en 2006, donc on a eu entre-temps des Olympiades de la démocratie pour donner le désir de participation aux habitants. Le lieu, c'est important parce que je me suis dit, au fond, il y a des lieux pour toutes les activités humaines. Il y a des terrains de sport pour pratiquer le sport, des médiathèques pour la culture, des espaces culturels, des lieux de production pour produire. Il y a tout sauf la petite salle du conseil municipal où les gens ne peuvent même pas s'asseoir, ils n'ont rien à dire. Et donc, j'ai considéré qu'être bienveillant avec la démocratie, c'est lui donner un lieu dédié. Qu'est à la démocratie ce que la forge est au forgeron? C'est un lieu de pratique. Une démocratie sans pratique n'est pas démocratie. Et avec l'idée que dans cette maison-là, on y réunit toutes les ressources de sens, d'intelligence et d'expertise. Évidemment, les élus, majoritaires, minoritaires, évidemment les citoyens, les organisations. C'est aussi le lieu de l'engagement privé des mariages dans la salle Jean Jaurès. C'est le lieu de toutes les fonctions, des 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle du débat, comment retrouver le sens du débat, celle de la décision, bien sûr, et de l'engagement plus généralement, et entre les deux, une fonction qui est complètement anesthésiée, qui ne marche jamais en France, qui n'est pas mise sur la table, c'est la fonction de co-construction. Moi, j'en ai marre de la démocratie et la queue leu. On donne aux citoyens quelques os à ronger, avec les conseils citoyens, les conseils de quartier, même si certains fonctionnent bien. On décide derrière, et dans l'intervalle, il y a cette fonction essentielle qui constitue la pierre angulaire d'un processus de décision, qui est la co-construction, qui se traduit par exemple par l'usage de jurys citoyens, des conseils participatifs, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et puis cette maison, dans l'idéal démocratique, et dans l'agencement des 3 espaces qui la composent, donne envie de fertiliser 3 cultures démocratiques qui nous habitent entre nous, qui s'ignorent et qui s'affrontent. On est un pays de l'affrontement. Il y a d'abord la culture de l'indignation, de la résistance, de la critique, du contre-pouvoir. C'est une culture fondamentale et quand les gens viennent, ils viennent aussi critiquer, ils viennent pour le contre-pouvoir, ils viennent. Deuxièmement, c'est la culture de l'utopie, c'est-à-dire de la vision, de ce qui est à advenir. Et puis, troisièmement, il y a la culture de la régulation, de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Et je me suis rendu compte qu'au fond, nous sommes un pays de spécialistes. Vous avez les spécialistes de l'utopie, ils vous ont fait de super bouquins sur ce qu'il faudrait faire, sans jamais tenir compte du principe de réalité. Vous avez les spécialistes de l'indignation qui ne s'engageront pas, qui le disent clairement. Et puis vous avez les spécialistes de l'engagement, comme certain nombre de politicards, qui à force de s'engager, oublient le début de l'utopie et de l'indignation. Eh bien, ces 3 lieux sont symbolisés par le parvis Jean Moulin,
préfet résistant face à la barbarie nazie, assassiné par les nazis. C'est le parvis Jean Moulin qui représente la culture de l'indignation et de la résistance. Vous traversez l'espace Jean Jaurès. Le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. C'est aussi la salle de cérémonie de mariage, c'est la salle des tables de discussion des conseils participatifs. Et vous arrivez dans l'Agora Pierre Mendès France, dont nous avons fait en sorte qu'elle soit un demi-cercle, que les élus sont en bas, pas ici, comme ici, et que les habitants sont dans l'élévation scrupuleuse du débat public. Je crois que l'architecture a du sens. Et donc, l'espace, l'Agora Pierre Mendès France, pour moi, est un grand homme d'État. La preuve, il n'a duré que 7 mois. Et qui a su parler vrai, en fait. Et évidemment, les prérequis d'une démocratie construction, j'y reviens dans quelques instants, c'est le parler vrai, c'est l'intégrité, c'est la congruence. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et donc, la maison de la citoyenneté, pour moi, ça représente ça. La deuxième chose importante, c'est le principe fondamental que nous avons instauré dès 1995, en nous formant, en lançant les États généraux permanents de la démocratie en 2004, c'était encore une reprise plus forte, avec les habitants. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie ? Avec aussi des États généraux permanents de démocratie, on a interrogé les gens sur quelle démocratie voulons-nous, et là aussi c'était plutôt les réunions de quartier. Je dis je suis pas d'accord, parce que je crois aussi au leadership de service, je crois aussi à des convictions politiques, et je crois aussi qu'on ne peut pas laisser tout, il y a des choses non négociables, et donc il y a ce dialogue entre les habitants et l'élu responsable, et donc le principe, mais pour tous les sujets, c'est qu'il n'y a pas de mise en agenda de quelques projets que ce soit portés par l'équipe municipale dans le cadre du contrat municipal sur lequel il était élu. Je crois au contrat municipal, je dis ce que je fais ce que je dis, et ce contrat municipal a été préparé en amont avec les citoyens. Il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de projet porté par les habitants, par les pétitions, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, et je crois que le droit d'interpellation qu'a mis en place Éric Piolle à Grenoble est un bon exemple. Il faut développer ça, le droit d'interpellation. Eh bien, il n'y a pas de projets mis en agenda qui ne fassent pas l'objet d'une séquence démocratique. La démocratie n'est pas, au sens du verbe être, elle naît chaque fois qu'on met sur la table un projet. C'est ça la démocratie continue, réelle, effective. Il n'y a pas de projet sans séquence démocratique. Cette séquence, elle a plusieurs actes. D'abord, le premier acte, c'est d'inviter toutes les personnes concernées. Souvent, c'est tous les habitants. Le deuxième acte, c'est la réunion publique, mais pas la réunion publique où on décide, où on s'arrache les cheveux, où on... Voilà, c'est la décision, la réunion où on donne du sens quand le projet est porté par l'équipe municipale. Qu'est-ce que ça veut dire que le parc public ? Pourquoi on soutient la création d'un lieu de culte musulman ? Pourquoi on souhaite permettre aux Kingier-Samois de religion musulmane d'être et en même temps de ne pas être dans une forme de communautarisme, d'où le conseil participatif ? Enfin bref, comment on a travaillé sur cette question de la séquence. Donc invitation, 2, réunion publique. Cette réunion publique institue la séquence démocratique. Et on confie à un conseil participatif, instance que nous avons créée à peu près il y a 20 ans, et ces 10 dernières années, nous avons réuni 40 conseils participatifs d'habitants différents pour 40 projets différents. Eh bien, on confie, on délègue à une instance de participation la capacité de co-élaborer les propositions. Il faut que cette séquence, enfin, soit préparée par des équipes projets avec un porteur politique, un porteur technique, je crois à l'expertise technique, vraiment, parce que ça permet aussi d'objectiver le débat public, et puis 3 habitants qu'on appelle agoracteurs, qui ont été formés, on a mis un budget pour former les habitants à l'animation des débats publics, pour éviter à ce que celui qui gueule le plus fort prenne le pouvoir, à voir comment on séquencie une période sur combien de temps, et puis avec une exigence fondamentale pour moi, il n'y a pas de séquence démocratique, pas de séquence qui ne soit pas décisive pour la décision des élus. À tel point qu'aujourd'hui, je suspends régulièrement les séances du conseil municipal, les adjoints se retirent pour permettre aux représentants des collèges du conseil participatif de soumettre à la délibération publique et à la décision les propositions qui sont prises, de telle sorte que les élus prennent une décision comme on cueille un fruit mûr. Qu'est-ce que c'est que le conseil participatif ? C'est la pierre angulaire de la séquence démocratique. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple d'un de ces 40 conseils participatifs sur quelque chose de, disons, pas trop simple, par exemple, un lieu de culte musulman ? Oui, mais si tu permets, Thierry, je vais donner le sens d'abord des conseils participatifs. Je donnerai quelques exemples après. Le lieu de culte musulman, c'est évidemment un truc absolument casse-gueule dans une ville où le Front National vote très largement, dans une ville d'ailleurs globalement élection nationale de droite. Et quand je dis ça, c'est une réalité. Et puis on est, nous, réélus à plus de 60%. Et c'est-à-dire qu'on dépasse
on est dans une démarche souvent métapolitique et en même temps concrète. Souvent, j'ai fait abstraction de ce temps politico-politicien que je n'en supporte plus. Et donc, je préfère la parole publique que le discours formaté et seulement partisan, et puis les choses concrètes. Et donc, le conseil participatif réunit de plein pied, le temps qu'il faut, toutes les ressources de sens liées à la question qui est posée. Quand c'est l'aménagement du temps de l'enfant, les enseignants sont invités, viennent qui veulent, les parents d'élèves, les chronobiologistes, les experts internes, les associations, les partenaires, etc. Très important. Et donc, l'idée, la philosophie, c'est sortir de l'affrontement systématique et stérile pour essayer d'être mature en politique et en démocratie, c'est-à-dire tenter de fertiliser les points de vue différents. Mettre sur la table les points de vue différents, comment on peut cheminer ensemble, moi c'est le verbe d'action de la démocratie, pour construire des compromis dynamiques qui n'ont rien à voir avec les consensus mous qui se décident dans l'entre-soi de quelques notables. Comment on construit ensemble des compromis dynamiques de transition réelle. Puis, c'est quelques conditions de réussite. La première condition, c'est la base démocratique la plus large possible. Vous ne pouvez oublier personne, d'où l'importance d'avoir une personne à mes côtés chargée de la participation démocratique qui a le réflexe de voir quelles sont les personnes. On discute là-dessus dans l'équipe projet, comment on fait. N'oubliez personne. Deuxièmement, la représentativité. Ça ne va pas faire plaisir aux retraités dans la salle dont je suis. Réunion publique, la plupart des gens, c'est les retraités, parce qu'ils ont le temps. C'est un potentiel incroyable, mais ce n'est pas la diversité. Et donc, pour construire le collège des habitants, je propose aux habitants de s'engager, et les gens viennent très volontiers, pour eux c'est une bonne nouvelle. Je dis, le maire va nous entendre, va même pas seulement nous entendre, pas seulement un avis, mais co-construire avec lui, avec les élus majoritaires, minoritaires, avec les techniciens, avec les partenaires associatifs, des décisions. Et donc on est dans cette dimension de participation. Et je ne sais plus où j'en étais là, c'était quoi le dernier chef? Je vais voir si vous écoutez. Hein? La représentativité, voilà. Et donc, comme c'est souvent les TLM, toujours les mêmes, c'est un vrai sujet, qui sont d'ailleurs pas dénués parfois d'intérêt de venir. Mais ça ne représente pas. Et du coup, je procède pour la constitution de collège des habitants, évidemment au volontariat, parce que je pense que je ne suis pas dans le tout tirage au sort, mais il ne faut pas décourager les gens qui s'engagent. Et donc, celles qui s'engagent, on se met d'accord pour qu'ils représentent tous les quartiers, tous les âges, en présentiel. Et on procède au tirage au sort pour 40% du collège des habitants. Quand vous me posez les questions, combien de personnes? C'est 1 personne sur 6 qui accepte. J'étais assez content, je pensais que ce n'était pas bon, mais dans les conseils citoyens régionaux qui ont été mis en place, c'est 1 personne sur 400, suite aux Gilets jaunes. Donc 1 sur 6, c'est pas mal. Et donc, deuxièmement, représentativité. Troisièmement, on ne va pas se moquer des gens. On va se donner le temps de la formation. C'est le retour à l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'à l'issue de ce cycle de formation, chacun ait le même sens des mots déjà et le même niveau de compréhension des enjeux. Quand nous avons mis en place la révision du plan local d'urbanisme, quelle vision de la ville à 20 ans? J'avais dit juste une phrase importante. Le sens, ma commune est un coin de la planète. Et quand je dis ça, c'est non négociable. Je viendrai tout à l'heure sur le périmètre démocratique et l'honneur du politique. Et donc, on va travailler dans ce sens. Et donc, cette révision du plan local d'urbanisme s'est faite avec une diversité d'acteurs, avec l'idée aussi d'une formation sur la question de qu'est-ce que ça veut dire ma commune dans la planète. Et c'est donc les accords de Kyoto, c'est le Grenelle de l'environnement à l'époque, c'est le schéma de cohérence territoriale, c'est le plan local d'habitat, tous les trucs technocratiques. Et j'ai dit, traduisez ça en termes pédagogiques. Et donc, il y a une formation là-dessus. Deuxième formation importante qui fait problème dans toutes les communes, c'est la question de la densité. On veut bien l'écologie, mais chacun sa baraque. Et donc, si on veut lutter contre l'artificialisation des terres, il faut accepter un minimum de densité et l'équilibre entre le besoin de logement et le désir d'environnement. Et ça, c'est un vrai sujet en soi et qui a fait l'objet de débats, qui est très importante. Donc, base démocratique, représentativité, formation. 4e élément important, et ça, c'est l'honneur du politique. Et c'est en ce sens que il faut qu'il y ait une vision, en fait. C'est qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce que j'appelle le périmètre démocratique. C'est par exemple le budget pour le parc des Gravières. On ne dépassera pas 4 millions parce qu'on ne peut pas dépenser plus. C'est le parc des Gravières, je veux qu'il soit
familial, intergénérationnel, ludique, écologique. Et à partir de ça, tout est ouvert. La construction du programme du Parc des Gravières est le résultat de l'intelligence collective. Et donc, la question du périmètre démocratique était tout à fait essentielle. 5e condition de réussite, c'est la dernière, c'est la question de l'ingénierie démocratique. On a des ingénieurs dans tous les domaines de la vie, sauf dans celui, il s'agit de construire du vivre ensemble, du débat, du plaidoyer, de la coélaboration. Et dans un premier bouquin qui s'appelle « Faire renaître la démocratie », j'avais proposé que dans tous les bassins de vie, on ait des ingénieurs du débat public qui accompagnent l'élu. Et je peux le dire ici, parfois on est sévère sur les élus. On peut l'être sur l'oligarchie des 300 personnes qui décident en France, mais pas avec les élus des villages, qui sont habités par le sens de l'intérêt général, qui souvent pensent qu'il suffit d'être habité par le sens de l'intérêt général pour prendre des décisions. Moi, je pense qu'au contraire, c'est que puisqu'on est dans l'individualisme, il faut faire en sorte qu'on soit dans la coproduction de l'intérêt général. Je pense que les élus de la République, les 500 000 élus locaux sont des fantassins de la République sans lesquels que deviendrait le contrat social, que deviendrait le pacte civique. Et donc je ne suis pas du tout dans les élus tous pourris, pas du tout. Et je n'oppose pas les citoyens aux citoyens engagés. Mais il manque quelque chose. C'est qu'on a tous été formatés à comment je répare les trottoirs, comment je gère un budget, très peu la vision, et absolument rien sur la démocratie. Mais je peux les comprendre. Quand je vois le maire d'un village, qui est souvent un mec bénévole, qui s'occupe de tout, qui n'a pas d'administration, pas de police municipale et tout, qui se fait emmerder jour et nuit, qui en prend plein la figure pour rien, sinon d'être au service des habitants, comment voulez-vous qu'il puisse se débrouiller? Il est paysan, il est ouvrier, il est prof, il est truc. On n'est pas capacité d'animer un débat. Imaginez le remembrement dans un village, vous avez autant de yeux que de fusils à la place des gens, chacun vient pour sa parcelle de terrain. Et donc, il y a de l'ingénierie démocratique, on a complètement oublié ça. Et je pense que réussir le retournement démocratique, la conversion démocratique, c'est à la fois la question des valeurs, des principes, et comment on construit du plaidoyer, du débat, de la co-construction. Et donc, il faudrait que pour ces maires-là, qui est dans chaque bassin de vie, des ingénieurs du débat public, qui permettent d'ailleurs de faire en sorte que l'élu ne soit pas tout le temps présent. Quel est le rôle du politique quand il est en responsabilité? C'est de mettre en agenda, donner du sens, et in fine, parce que tout a été co-construit par une phase décisive, prendre la responsabilité de la décision. Et ça, c'est le rôle du politique. Et je pense qu'il y a la peur chez les élus locaux de la démocratie. Longtemps, on m'a pris pour un fou. Il y a 20 ans, on m'a dit Spiegel, il débloque, il est dans la démagogie. Parfois, on a pensé que j'étais à la démagogie. En réalité, ce que je propose, je dis, mais bien, c'est la démocratie exigeante. C'est-à-dire à la fois interactive en permanence pendant le mandat, lente, il faut l'assumer, puis édifiante, je tiens beaucoup à ce mot-là, une démocratie édifiante. Comment permettre, dans un processus de décision, de partager le passage du je singulier au nous collectif, du cas particulier à l'intérêt général, du discours du court terme vers la parole du long terme. Et donc, comment les élus vont changer de paradigme? Je ne fais plus pour les habitants de manière condescendante, j'aurai mon nom sur une plaquette un jour, mais avec les habitants. Je ne suis plus dans le tout ou rien qui fonctionne nulle part. Je ne sais pas, vous êtes marié ou pas marié, mais dans nos vies personnelles, dans nos vies élargies, d'amis, amoureuses ou pas, il n'y a pas de loi de tout ou rien. Ça n'existe nulle part, j'ai jamais vu ça. Ou alors, je suis un peu fou. Pourquoi croire que dans l'espace public, il y a la loi du tout ou rien, quand dans l'espace privé, ce n'est pas possible? Et donc, comment on construit du plus ou moins du compromis dynamique? Je suis plutôt proche d'Habermas que de Chantal Mouffe, de la délibération, de la co-construction, que de l'instrumentalisation de la colère pour gagner des élections. Je caricature peut-être. En réalité, il faut les deux. Il faut partir de la colère et construire ensemble après. Là, tu nous as montré ce que tu appelles la démocratie construction et derrière une grammaire démocratique pour y arriver, des outils, etc. Mais je reviens un petit peu sur ma question de tout à l'heure. Là, on est face à une construction. Est-ce que ça fonctionne bien, y compris pour des cas difficiles, comme par exemple la création d'un lieu de culte musulman? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ça? Il se trouve qu'au début de mon premier mandat, j'étais assez fermé à cette question-là et je dois dire assez peureux. Et les gens de la première génération de migrants arrivant à Kingersheim, dans un quartier qui est un peu identifié par l'apport de la population immigrée qui allait travailler à Peugeot. Ils n'utilisaient pas le mot, ne comprenaient pas trop. J'étais plutôt frileux, en Alsace. Et c'est la deuxième génération. C'est les copains de Mathieu, mon fils, qui ont été au Conseil municipal des enfants, etc., qui sont venus me voir il y a 3 ans. Je peux peut-être me tromper à une année près.
en disant, monsieur le maire, entre-temps, on a mis des préfabriqués à disposition, mais qui commencent à être troués de... Voilà, il y a la pluie, il y a tout ça. Et ils m'ont dit, on aimerait bien pouvoir bénéficier d'un petit lieu de culte chez nous, dans notre commune. On a commencé à débattre entre nous, entre la municipalité, je sentais quelques élus plutôt réticents, l'association portant le projet, on commence à discuter, je me dis, voilà, ça, c'est un projet de plaidoyer, c'est un projet de débat public, à condition que le périmètre soit bien défini au départ. Il n'y a pas à être pour ou contre. Nous avons une loi qui s'appelle la loi de laïcité, qui est une loi de liberté, et quand les gens me croisent, vous savez, les fachos, j'en ai aussi dans ma commune, disent, vous faites ce que vous voulez. Non, il y a juste une loi qui est la loi de laïcité, qui est le respect absolu pour chaque personne de croire ou de ne pas croire. Et moi, en tant que maire, dans ma commune, tous les habitants ont le droit de croire ou pas croire et de pratiquer leur religion. Et ça, c'est le point de départ non négociable. Donc, la participation est aussi alimentée par une vision et le courage politique. Et je me dis, ça, au lieu de garder le silence, au lieu de favoriser les amalgames, eh bien, on va le mettre sur la table publique. Et on prend en plus, il y avait un envoyé spécial qui commençait à faire des reportages à Kingersheim et qui nous suivait là-dessus, mais en fait, ils ont arrêté parce que ça les fait chier, excusez-moi l'expression, la démocratie lente, c'est 6 mois. Ils n'avaient pas d'argent pour ça. Donc le problème des médias, c'est pareil. Il y avait une expérience, je ne vais pas leur démontrer que, j'allais juste dire, regardez, le cheminement difficile, passionnant, évolutif, dynamique d'un processus de décision. Si on pouvait montrer ça aux gens, ça changerait le rapport aux politiques. Et donc, j'ai décidé, avec l'accord de l'association, c'est un projet d'association, sous réserve de précision sur le périmètre démocratique, pas de subvention d'État extérieur, pas de subvention de la ville, je n'ai pas les moyens, mais mise à disposition éventuelle, ça sera l'objet d'une grande décision publique d'un terrain, puisque le terrain était communal, le terrain le plus approprié était communal. Ça justifiait d'ailleurs de mettre cette question dans l'espace public, sinon on n'aurait pas pu comprendre. Et donc on a ouvert la séquence, information à tous les habitants, ça concerne tout le monde, réunion publique, mais alors là il faut préparer le coup. Je me dis, je veux tous les fachos qui vont venir, en fait ils ne sont pas si courageux que ça, hein. Ils ne sont pas là, ils sont derrière là, pour attiser la peur, vous vous rendez compte, Spiegel, musulman, tout. Bon. Et on a fait la réunion publique, qui a été préparée avec tous les acteurs, l'association, les agoracteurs, les citoyens engagés, les élus. On a mis l'opposition dans le coup qui n'a pas voulu, posture politique, en disant c'est un moment trop sensible. Et on a préparé la séquence démocratique, réunion publique, à la maison de citoyenneté, remplie, 150 personnes. Des gens qui sont là, qui ont peur, qui le disent. Des gens qui sont issus de l'immigration, qui disent « je suis Kingersheimois, je paye les impôts » et on ne demande rien. On demande simplement pouvoir exercer, être nous-mêmes dans une république. On a eu vraiment un partage. Mais pareil, d'abord une période d'information, le sens. J'ai travaillé mon sujet, moi je l'ai dit, hein, il faut beaucoup de maturation, une introduction qui donne sens. Pas qui dit ce qu'il faut faire, mais qui donne sens. Et qui permet d'imprimer derrière. Et donc, on a préparé tout cela. Introduction. J'ai donné la parole à un représentant de l'Observatoire national de la laïcité, à Joël Roman, président de l'association Laïcité et religion musulmane, je ne sais pas exactement le titre. Ils ont donné chacun leur point de vue et ils ont ensuite interagi par rapport à la salle. Donc on avait de l'intelligence collective potentiellement. Ce n'est pas le truc d'affrontement, de dire qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est comment on s'exprime, comment les gens s'expriment, comment on ose parler. J'ai une brave personne qui, je pense, qui me porte au nu, mais qui a dit, moi, les Arabes, j'ai peur. Ça a été dit. Et j'ai le président Khaled à côté de moi qui accueille ça. Et on a eu un débat d'une qualité, avec un animateur de débat public. On a payé ce qu'il fallait, et en disant 2 règles. 1, quand vous vous exprimez, ayez confiance en vous, ne dites pas « on ». Emmanuel Mounier disait que c'est vraiment l'expression de l'irresponsabilité. Dites « je », engagez-vous. Votre parole est singulière, elle ne peut pas être saugrenue. Il faut qu'elle soit respectueuse. Et deuxièmement, on ne s'applaudit pas. Et j'ajoutais, on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi, devant la télévision, où c'est l'esbrouf, où c'est la cour de récréation. On est des gens sérieux, on se respecte. Respect toute la soirée. Et à la fin de la réunion,
Khaled me dit « Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole pour conclure ?» Je dis « Avec plaisir. » Et il dit ceci « Moi, je voudrais vous remercier. On s'est respecté. Et on ne s'est pas applaudi pour s'affronter. Mais puisqu'on s'est applaudi, je pense qu'on peut s'applaudir pour la qualité du respect mutuel. Les gens se sont levés et sont applaudis. Je suis rentré et j'ai écrit sur Facebook « Plus heureux qu'un soir d'élection ». Je le dis avec émotion parce que j'étais très ému. Parce qu'il y a une tension. C'est une tension, c'est pas rien de discuter de ça dans un pays où il y a le terrorisme, il y a les amalgames, il y a tout. C'est ça le chemin de la fraternité. Et, conseil participatif, un collège curé, catholique, protestant, imam de Strasbourg, de 10 personnes, un collège de l'association qui porte le projet, un collège d'élus majoritaires et minoritaires, mais ils n'ont pas voulu, un collège d'associations, de personnalités qualifiées, et c'est la régulation de ces différentes ressources de sens qui, par un cheminement de 6 mois, pas plus, ont fait des propositions, suspension de séance et décision de mettre à disposition pour un bail amphithéotique à cette association un terrain pour construire un petit lieu de culte musulman, avec des exigences. Comment cette salle accueille aussi une salle du centre culturel pour résumer en fait, qu'on puisse être dans un aller-retour entre la République et sa communauté. Parce que je crois que la communauté est une façon de prendre l'autre, l'altérité, mais pour faire société, il faut s'inscrire dans la République. Et qu'on peut à la fois passer du jeu au nous communautaire, mais aussi du nous communautaire au nous républicain, c'est-à-dire de faire société. Et donc on a décidé tout cela, c'était décidé. Ils sont en train de trouver l'argent, ils ont déjà 400 000 € de leur poche, et commenceront les travaux dans les semaines à venir. C'est sans doute une des plus belles séquences démocratiques. Merci, Jo. On pourrait l'écouter des heures, hein, vous êtes d'accord? Et puis moi, quand je t'entends, je me demande si... il ne faudrait pas que je révise mes positions sur le clonage. J'aimerais, on a 36 000 communes, 36 000 Joe Spiegel, ça pourrait changer peut-être un petit peu la France. Et il nous reste quelques minutes pour quelques questions. Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on aimerait vous poser. Mais tu resteras avec nous après pour le débat. Qui veut éventuellement intervenir? Je ne sais pas s'il y a un micro... Baladeur, je ne crois pas, dans la salle. Alors, comme on enregistre, je vais vous passer le micro. Voilà, puis vous me le rendrez après. Merci, Joe Spiegel. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le nombre d'habitants qu'il y a à Kingersheim? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que pour une ville de 50 000, 200 000 habitants, ce que vous faites à Kingersheim est possible et comment? C'est toujours la première question qui m'est posée, c'est le changement d'échelle. La réponse est oui. La réponse est oui si on ne reste pas sur des conseils de quartier, sur des conseils citoyens détachés de la décision publique, juste là pour choisir la savonnette du coin, de la MJC du coin. Elle est là s'il y a un état d'esprit. Et là, je peux vous dire, autant il y a 15 ans, mon discours ne passait pas parmi les élus. Autant j'ai une sollicitation par jour. Il y a ici dans la salle des collectifs citoyens, des mouvements qui se préparent pour essayer de réussir ce retournement démocratique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une évolution dans cette quête de sens et dans cette quête de faire démocratie autrement. Et je pense que c'est absolument possible à tous les étages, à condition qu'on considère que le projet, par exemple, de Paris sur un projet structurant, réunira, fera la même démarche, information à tous les habitants, réunions publiques peut-être décentralisées pour faire plusieurs réunions publiques, et puis un conseil participatif peut-être plus important, mais cette délibération est fondamentale. Regardez en Islande et en Irlande, le référendum a fonctionné parce qu'il y a eu la qualité de délibération en amont. Moi, je refuserais toujours un référendum s'il n'y a pas la haute qualité démocratique en amont. C'est casse-gueule. Et c'est pas possible, parce que ce serait l'addition des envies, des peurs, etc. Or, la délibération est importante. Et on peut parfaitement, à Montpellier, à Paris, à Rennes, ça se fait d'ailleurs un petit peu, travailler sur ce continuum démocratique. Débat, coélaboration, décision. Plus que la décision, l'engagement. Je dis souvent aux habitants, la décision politique, par exemple sur la transition écologique, j'ai porté cette démarche au niveau de l'agglomération avec le plan climat. Il n'y a pas de transformation en profondeur s'il n'y a pas l'engagement des citoyens et cette transformation. Et donc, pour moi, c'est important de dire que c'est à toutes les échelles qu'on peut le faire. S'il y a ce continuum, débat,
coélaboration, engagement. Et l'engagement d'un conseil municipal n'est pas plus important, il est de nature différente que l'engagement d'une personne qui accepte une forme de sobriété pour participer à la survie de la planète. Et c'est important de dire que ce n'est pas au-dessus la décision politique. Elle est parfois plus ensemblière, elle est parfois plus déterminante, mais elle n'est pas opposée à des transformations et des engagements. Parce que l'engagement, pour moi, c'est la dimension la plus aboutie de la démocratie. C'est ce que beaucoup d'entre vous, dans la salle, faites, engagés dans une association de transformation. Et c'est ça. Et ça veut dire que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Et ça veut dire qu'on n'est pas seulement là pour mieux décider ensemble, mais aussi, et je voudrais terminer là-dessus, en tout cas sur cette partie-là, c'est de susciter le pouvoir d'agir des habitants. Et c'est ainsi que nous avons eu un débat au conseil municipal sur une association éco-citoyenne qui voulait profiter d'un bâtiment industriel textile en déshérence pour y mettre à terme leur ferme, en fait, leur marché paysan, et puis à terme une restauration. Eh bien, je suis très heureux qu'après un débat très lourd en municipalité, parce qu'on dépassait le mandat, en fait, la prospective budgétaire du mandat, je dis je prends ce risque, parce que ce restaurant qui s'appelle l'Échède, éco-citoyen, alimenté par une mise à disposition de terrain pour la permaculture, la sensibilisation des habitants à la permaculture, le circuit court direct avec l'Échède, qui est aussi une épicerie biologique, bio, eh bien ça va. Et c'est aujourd'hui un restaurant d'agglomération. Les gens viennent, c'est underground, c'est rénové, mais ça ressemble à Kingersheim, si vous voulez. Donc c'est important de susciter le pouvoir d'agir. De la même façon, on a mis un bâtiment à disposition pour un EcoFab Lab qui s'appelle le FALA, le faire avec les autres. Donc je pense qu'il faut, au début d'une séquence démocratique, dire que tout ne passera pas par les politiques. Et si tout passe par les politiques publiques, ça veut dire qu'on n'est pas dans les transformations possibles, parce que les transformations se feront avec les citoyens. C'est à l'intérieur, c'est le dedans et le dehors. C'est le haut et le bas. C'est le vieux et le neuf. C'est le je et le nous. C'est ça qui permet les transformations. Moi, ce qui m'intéresse, au fond, ce qui doit nous intéresser, c'est comment transformer ce monde. Eh bien, c'est par ces cheminements partagés qu'on y arrive. Merci. Alors, je vois plein de mains qui se lèvent, ça va être compliqué. Donc, on va prendre la personne qui... Un jeune, voilà. Un jeune, allez. Ou une jeune ici, pardon. À vous, par là. Peut-être pouvez-vous... Oui, voilà, merci, c'est gentil. Vous avez dit que la démocratie, elle devait être lente, mais comment faire, étant donné qu'on doit changer très rapidement, notamment face à l'urgence écologique ? La décision doit être mûrie pour prendre la bonne décision, puis après, il faut aller à 300 à l'heure. En fait, je n'oppose pas la réactivité, l'urgence climatique. Par exemple, je prends le temps, pour la 4e Olympiade du plan climat, qui instaure une culture climat, en ce moment, avec un conseil participatif qui réunit toutes les ressources de sens, de travailler sur un nouvel objectif, c'est une démarche par projet, plus en phase avec ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire 2030, c'est la bascule vers l'irréversible ou pas. Et comment notre agglomération veut participer à la non-bascule. C'est ça la commande politique. Eh bien, on travaille sur un conseil participatif en octobre, et nous rendrons ensemble les conclusions sur quelles sont les 10 à 12 ambitions sur lesquelles on va travailler comme jamais pour être à la hauteur des générations futures. Je le dis parce qu'il n'y a pas... Il y a la maturation, il y a le cheminement, il y a la sensibilisation des habitants, puis ensuite on y va. Et ça veut dire que derrière, les politiques changeront le budget. Ils ne seront pas seulement verdir le budget, mais ils seront vraiment un budget de transition écologique. Et donc je n'oppose pas le temps de maturation de la décision et la réactivité, l'urgence à mettre en place les décisions. Voilà, alors un autre jeune. Oui, bonjour. Ok. Donc j'ai une question. En fait, je cherche un peu de conseils. Donc, moi, comme citoyenne, si je sens ou je vois ou même je demande s'il y a un besoin dans mon communauté qui n'est pas réalisé, et je veux faire une action. Et là, après que je sens qu'il y a le besoin, je veux toucher sur cette intelligence collective et avoir une co-création sur peut-être de créer une vision par rapport aux besoins pour vraiment faire la première étape jusqu'à un projet. Évidemment, une co-création, ça prend beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce qu'on fait l'invitation que les gens vraiment arrivent? Comment ça que vous avez arrivé à un point que 1 en 6 personnes
vient à une réunion. Oui, ben, des fois, les gens sont comme peur, hésitants, ou même juste ne veulent pas sortir de chez eux pour aller avoir des conversations sur un sujet qu'on ne connaît pas trop. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour vraiment arriver à engager des personnes pour participer à des réunions pour créer des visions, pour créer la possibilité d'avenir, surtout quand tu es une citoyenne et n'a pas le pouvoir derrière ton nom pour que les gens arrivent? En fait, je voudrais bien vous avoir comme citoyen dans ma commune. C'est la réponse, en fait. C'est-à-dire que c'est une interactivité entre le pouvoir local et l'initiative citoyenne. Et ça, c'est un enjeu majeur. Si les politiques demain ne comprennent pas qu'il faut aussi susciter le pouvoir d'agir, accompagner, inciter, soutenir les initiatives citoyennes, on n'arrivera pas à la transformation. Et surtout pas sur l'urgence climatique. Donc je pense que, de votre point de vue de citoyen, je pense que la question, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Alors, c'est vrai que la démocratie a été anesthésiée globalement par le système. Jamais je critiquerai les gens quand ils ne viennent pas dans les processus de décision. C'est dans les conseils participatifs, une personne sur 6, c'est énorme, parce que le conseil participatif, c'est donner du temps, c'est être bénévole. Et d'ailleurs, je me posais la question s'il fallait indemniser les habitants. Non, en fait, on paye une bouffe après chaque réunion. Et c'est là, c'est la convivialité. Je crois beaucoup au convivialisme qui est à enrichir la démocratie locale. C'est très, très important. Il faut que les gens soient à l'aise. Donc, c'est une personne sur 6, c'est pas mal. Pourquoi seulement une personne sur 6 ? C'est question du temps, notamment des couples. Donc on s'interroge sur quel temps, samedi matin, mais ils font les courses, vendredi soir, mais il y a les enfants. Et donc on accompagne souvent de garderies d'enfants. Donc on fait attention, il faut faire attention au périmètre, à l'environnement démocratique. D'autres ont été biberonnés par le républicanisme ambiant. Moi je fais confiance au maire, c'est lui qui doit décider, quitte à se planter, je voterai plus pour lui. Ça c'est le schéma classique. D'autres disent, moi je n'ai pas bossé avec le maire, c'est un couillon, je ne m'entends pas avec lui. D'autres, je lui fais confiance. Mais la pire des réponses, c'est quand les gens disent à mes collaborateurs qui téléphonent ou à nous-mêmes, mais pourquoi ils m'interrogent ? Je ne suis pas capable. Eh bien, les incapables, on les a vus sur les ronds-points. Et finalement, leur réflexion, on peut critiquer tout ce qu'on veut, l'aspect extrême, enfin tout ça, mais historiquement, il s'est passé quelque chose. Ils ont dit qu'il y en a marre de cette démocratie qui ne nous entend pas, qui nous prend juste pour des rigolos, pour aller voter, mais on ne va plus voter parce qu'on ne croit plus à vous. On ne croit plus aux promesses que vous n'avez pas su tenir. Donc, je pense que il y a l'échec de la démocratie, c'est l'échec de ceux qui se sont succédés depuis tant d'années, qui ont fait miroiter des promesses qui ne les ont pas tenues, qui n'ont pas su parler vrai, quitte à perdre des élections. Je pense que Mendès France, pour moi, c'est une image. Václav Havel en Tchécoslovaquie, pour moi, c'est un monument. C'est aussi des gens qui étaient habités par une forme de spiritualité, qu'elle soit religieuse ou laïque, par l'idée que toutes les idéologies ont échoué d'avoir oublié cette question du sens et du grandissement personnel. Qui ose dire ça dans l'espace public, que les transformations, c'est aussi le grandissement personnel? Qui ose dire ça? On est sur notre collectivisme ou alors totalement de l'individualisme privé? Non, il y a une troisième voie qui s'appelle le personnalisme, et je crois beaucoup à ça, qui fait que la personne cherche à être unifiée avec elle-même, en relation avec les autres, et avec ce qui la dépasse. Et au fond, j'aime bien l'idée que la transcendance républicaine, c'est-à-dire la capacité de dépasser le quant à soi, est souvent liée à l'effritement de la transcendance spirituelle, c'est-à-dire à l'incapacité d'être au-delà de soi-même et au-delà du politique, ce que j'appelle le métapolitique, à la fois dans les politiques publiques mais aussi dans les transformations personnelles. On va malheureusement au bout de cette heure avec vous. Un petit mot quand même, une dernière question. Tu nous as dit que tu quittais la politique en mars. Jo, tu vas pas nous laisser tomber comme ça quand même. On a besoin de gens comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le sais peut-être pas. Ah si, non, mais d'abord j'ai fait un gros travail sur moi-même pour accepter cette fin de mandat comme une bonne nouvelle. Jamais j'aurais pu imaginer il y a 20 ans que je pourrais me passer de la politique. Et je suis heureux de vous dire que je suis heureux de passer à autre chose. D'abord, je suis papy, il y a plein de choses, et pour moi, les petits-enfants, c'est les amours des amours, c'est trop fort. Et puis, j'aurais pu les contraintes locales, j'aurais l'occasion sans doute de m'exprimer au niveau national sur d'autres sujets, pacte civique, mais aussi
le journal La Vie qui m'a demandé de présider les Amis des lecteurs de la Vie. Il y a aussi l'idée de comment on peut construire avec d'autres, Jean-François Caron, Assaillant, des fabriques de transition démocratique, c'est-à-dire qui permet de former les élus à un retournement démocratique. Donc il y a de quoi faire, mais aujourd'hui c'est une 3e tranche de vie et je ne suis pas du tout angoissé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a temps pour tout en fait. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on est de passage au service du bien commun, je le fais mien. Évidemment, le 23 mars au matin, je n'irai plus à la mairie. Je serai citoyen et puis j'irai faire mes courses au marché, j'aurai le temps de jouir de la vie autrement. Merci, merci Jo.